sait, c'est sûr maintenant, vous ne serez jamais aussi riche qu'Elon Musk. Mais moi, j'ai 3 bonnes nouvelles. C'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission exceptionnelle parce qu'on va revenir sur les événements majeurs. Quelle semaine encore qui ont marqué la semaine sur l'économie, la finance, les marchés, votre argent. En sommaire aujourd'hui, le mot de la semaine qui m'a rendu furieux depuis jeudi, BCE, la question macro à l'économie de Trump. Alors lui, il part en sucette, mais l'économie américaine parvient-elle comment fait-elle pour résister au chaos? Ben oui. Le chiffre de la semaine, enfin un chiffre, 67,6 ans. Et c'est pas en 2070, comme dit le comité d'orientation des retraites, c'est maintenant qu'il faut travailler 67,6 ans pour toucher sa retraite. Mais vous le savez maintenant, et puis en deuxième partie de l'émission, évidemment, tout ça, vous le savez, on va parler de la bourse, on va parler de cette introduction complètement dingue de SpaceX. C'est fou. Est-ce que c'est une bulle? On va se poser quand même la question, ça ne veut pas dire qu'elle va exploser, mais est-ce qu'on a toutes les caractéristiques d'une bulle, le top ou le flop, le top 3 des gérants, les actions à acheter ou vendre, mais vous le savez maintenant. Pour une émission exceptionnelle, il faut des invités exceptionnels. J'ai donc le plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance. Elle explique avec talent tous les mécanismes de l'économie mondiale. Anna Boata, merci d'être venue. Vous êtes directrice de la recherche macroéconomique d'Allianz Red. Oui. Quelle période? Non? Quelle période? Oui, quelle dingue. période. Il faut être économiste de nos jours, oui. Effectivement. Bon? Pourquoi c'est un bon métier, ça? Pour essayer de comprendre le monde d'aujourd'hui, de demain. Mais j'ai l'impression que les économistes, c'est justement ceux qui n'arrivent pas à le comprendre. Mais je me trompe ou pas? On essaie toujours de prendre le pragmatisme et on a bien compris sur les dernières années que le pragmatisme ne ça gagne fonctionne pas très bien. Donc c'est vrai qu'en ce moment, effectivement, depuis Vous la êtes un peu dernière bousculé. semaine, on est un peu bousculé. On se dit peut-être qu'en fait le détroit d'Ormuz va pas ouvrir d'ici août en fait. Et voilà, ça va être le monde de demain. C'est la sera 39e différent. fois qu'il nous dit que c'est bon, on va avoir un deal. Effectivement, c'est la 39e fois. Il a fini à un cheveu de la première place de notre palmarès de gérant en 2025. Frédéric Rosier, est-ce qu'il sera sur le podium aujourd'hui? Je rappelle que vous êtes gérant chez Mirabeau France, bravo en tout cas. Les valeurs moyennes n'ont aucun secret pour lui, vous le connaissez sur BFM, il a son rond de serviette. Eric Lewin, vous êtes stratégiste action chez Bourse Direct et vous êtes venu avec un Uber. Non, un G7. Un G7? Un G7. Ah ouais. G7 affaires. À vos frais? Mais bien sûr, à mes frais. Qu'est-ce que vous croyez, Marc? Vous croyez que j'utilise BFM pour gagner de l'argent? On est bénévoles tous ici. Je vais paraphraser Serge Lama, c'est notre ami et c'est notre maître. Dès qu'il apparaît, nous savons tout de suite que c'est lui qui va nous apprendre à être ce que nous sommes. Wow. Emmanuel Le Chypre. C'est beau. Je suis allé loin là. Il va falloir que je sois bon pour mériter cette entrée en matière. J'aime bien cette chanson. J'adore cette chanson. Non, mais Eric va me dire, c'est encore ringard, vous mettez que des Serge trucs. Lama. Non, c'est beau, les ballons rouges. Quand même, mais les ballons rouges. d'habitude. Bon, allez. Ça dépend, quand c'est Georgette Lemaire, c'est ringard, Serge Lama. Est-ce que tu as eu des ballons rouges quand tu étais gosse dans ton quartier? Oui. De chez Berlouti. Allez, on démarre avec un mot affreux, BCE. God save the Queen, je ne sais pas si on peut dire ça. La reine Christine a décidé de remonter les taux de 0,25 pour être tout à fait juste. Cette décision a été prise à l'unanimité. Elle a peur de l'inflation, alors que nous avons qu'une baisse des prix de l'énergie due à la guerre en Iran, qu'on lui a déjà expliqué que la hausse des taux n'allait pas ouvrir le détroit d'Ormuz, que la croissance de la zone euro est négative. Moi, ça m'a énervé. Et vous, Anna Boata? En fait, ça nous a pas. Est-ce que ça nous a énervé? Peut-être, parce qu'en fait, en réalité, ils vont devoir baisser les taux en 2027. Mais on sait que c'était une hausse des taux qui était un peu une hausse de l'assurance, une hausse qui voulait montrer que la BCE sait apprendre de ses erreurs du passé. C'est ça que j'arrive pas à au comprendre. marché, parce qu'en fait, tout le monde avait peur d'un mouvement un peu triché où on va augmenter les taux un peu trop tard, quand l'économie est davantage plus bas que ce qu'elle est aujourd'hui. C'est pas un mouvement triché, c'est un mouvement aussi. Christine Lagarde, elle a remonté les taux trop tard après l'Ukraine, elle l'a fait trop haut et trop longtemps. Après, il faut voir aussi leurs prévisions. Aujourd'hui, effectivement, ils ont des prévisions du prix du pétrole et prix du gaz qui sont quand même 10% plus élevés en fin de 2026 et même en 2027 que les économistes. Donc, ils sont quand même plus sur la réserve et sur le fait que, effectivement, aujourd'hui, l'inflation énergétique est là. Ouais, l'inflation énergétique, en remontant les taux d'intérêt. C'est quand même face à des de la hausse de l'inflation. Je comprends. Face à des entreprises qui sont déjà dans la difficulté, face à une incertitude, face à des prévisions économiques, la Banque mondiale a révisé ses prévisions économiques, elle dit même qu'on pourrait diviser par 2 la croissance si le conflit durait. Et en sachant très bien qu'en montant les taux d'intérêt, vous ne faites pas baisser le prix du pétrole.
Donc, non, mais on faire ancre un petit peu plus les attentes d'inflation si jamais les entreprises vont plus loin dans leur désir d'augmenter les prix. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde toutes les enquêtes, la plupart des secteurs, en plus ceux qui sont très intensifs en énergie, comme la chimie par exemple, veulent augmenter les prix bien fortement. Et c'est pareil dans les enquêtes de PMI, des acheteurs. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a une volonté des entreprises d'aujourd'hui de pouvoir passer ces hausses des coûts intrants. Après, il y a quand même... Elles en ont peut-être besoin. Elles en ont besoin pour restaurer leur marge, pour survivre. C'est là où on se rappelle de 2022. Et ils se rappellent de 2022. Ouais. Et aujourd'hui, mais on n'est pas du tout dans le même contexte qu'en 2022. On sortait du Covid. Il y avait cette inflation par la demande. Il y avait une demande qui était très forte. On n'a rien de tout ça. Elle est quand même résiliente aujourd'hui en zone euro. Si on est en Irlande, au premier trimestre, on avait une croissance de 0,3. Donc elle n'était pas négative. Bon, elle était faible. Mais je pense aussi qu'il faut se dire combien les États absorbent aujourd'hui sur cette inflation énergétique. Aujourd'hui, si on se dit que l'inflation a augmenté de 1,5 point depuis janvier, c'est à peu près 30%. 0,5 point est absorbé effectivement par les gouvernements. Mais c'est bien moins que ce que c'était le cas dans le passé. Donc effectivement, je pense que c'est 1 à 2 hausses, pas plus, avec le risque, effectivement, comme on a vu sur la courbe des taux depuis hier, le 5 ans baisse, parce que tout le monde price la baisse une fois que... surtout que dès que les taux, le cours du pétrole a baissé, comme il a baissé jeudi et vendredi, les taux rebaissent. Emmanuel Le Chip, moi, ça me rend dingue. Alors, pour se consoler, on peut dire que... Il faut dire que c'est la seule grande banque centrale pour l'instant. Hein, c'est une bêtise, mais c'est une petite bêtise. Non, mais... Par rapport à 2022, en fait, il y a plusieurs aspects. Par rapport à 2022, on se dit que définitivement, ils n'ont rien appris. C'est ça. Ok, d'accord. Qu'en fait, en 2022, on avait... Et encore, en 2022, il y avait 2 excuses. La première, c'était, on était quand même dans une phase de réaccélération de la croissance, et 2, on n'avait pas vu d'inflation depuis les années 70. Donc tous les gens qui étaient aujourd'hui aux manettes, que ce soit les gouvernants, les traders dans les salles de marché, les banquiers centraux, on peut leur donner l'excuse de n'avoir jamais su ce que c'était que l'inflation et donc d'utiliser les vieilles recettes. Bon voilà, là aujourd'hui, il n'y a pas cet argument, on est plutôt en phase de décélération. On a un choc pétrolier dont il faut quand même arrêter de délirer. Faire des montagnes. Et surtout, on n'a pas de choc de gaz. Attendez, détroit d'Ormuz fermé. Le pétrole à $90 le baril, mais combien de fois on a eu du pétrole à $90 le baril sans avoir aucune fermeture du détroit d'Ormuz? Ça veut dire que quand il va rouvrir, et il va rouvrir un jour, les prix les cours vont s'effondrer. Mais parce que déjà avant mais oui, bien sûr, on était sur un marché qui était structurellement déséquilibré, en surproduction. Bien sûr. Bon, donc oui, c'est une bêtise. J'achète un peu l'idée, et c'est la seule que j'achète, qui est que dès l'instant où... Non, mais sur la baisse des taux, sur l'idée de jouer sur les taux longs pour éviter que les États qui prennent à leur charge une partie de cette inflation soient trop déséquilibrés et que la charge de la dette augmente trop, c'est à peu près le seul argument qu'on peut évoquer. Allez, on peut se dire, si ça fait monter un peu l'euro, on achètera quand même notre pétrole un peu moins cher. Bon, voilà. Mais c'est vrai que c'est un signal inquiétant parce qu'il montre qu'on n'a retenu aucune des leçons. Aucune des leçons. Et là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, Emmanuel et Eric, c'est que pour les entreprises, c'est pas neutre. C'est-à-dire, on se dit ici, sur les plateaux, on est là, c'est tranquille, oui, 0,25. La demande de crédit est pas 0,25, c'est pas très grave, mais quand même, pour une entreprise, il y a quand même tout. Déjà, sur la France, il y a très peu de perspectives, parce qu'on ne sait pas où on va être, par quel sein on va être mangé en 2027. En plus, les taux qui augmentent avec une demande qui snack, c'est pas une bonne idée. Parce que 0,25, ça affecte tout de suite tous les taux, toutes les entreprises qui empruntent à taux variable. Surtout les petites PME qui voient de plus en plus leur crédit augmenter. Et puis, non, mais ils ont fait en 2008 une erreur, ils ont fait en 2011. Moi, j'ai relu un peu l'actualité économique. Greenspan, en 90, quand il y a eu la fameuse guerre Irak-Koweït, le prix du baril était passé de 20 à $40. Qu'est-ce qu'il avait fait, l'ami Greenspan? Il avait baissé ses taux. Donc, nous, on est la seule banque à faire complètement l'inverse, comme si la hausse du pétrole était durable. Donc c'est un suicide, et c'est un suicide pour toutes les PME, et notamément les PME. Alors il y a un progrès, notez bien, il y a un progrès, on ne nous parle pas des effets de second tour sur les salaires. Heureusement. Il n'y a rien sur les salaires là, il n'y a rien. Valérie, ça vous inspire quoi, vous, par rapport à vos... Elle est dans son mandat, je suis désolé, mais elle est dans son mandat, donc peut-être qu'il faut tout revoir et changer le mandat, c'est-à-dire adapter un mandat plus proche de celui de la Fed que celui de la BCE actuelle. Donc elle réagit, je ne vais pas dire bêtement, mais data dépendant de la seule chose que finalement la BCE regarde. Voilà, donc est-ce que c'est critiquable? Oui, c'est critiquable sur le fond, parce qu'effectivement,
en vérité, on a un scénario de stagflation qui s'installe en Europe. C'est la réalité. Mais même pas de stagflation, parce que l'inflation, elle est pas durable. On a un scénario de stagnation, voire de récession. Oui, mais le pic peut être au 4e trimestre. Oui, c'est ça. Bon, après, le forward sur le pétrole, au moment où on se parle dans 6 mois, il est en dessous de $80. Et je pense, et sans compter la journée d'hier, de la nuit d'hier, où on a, je pense, un forward qui doit être à $70. $70 aujourd'hui avec un euro-dollar à 1,20 ou à 1,15, c'est l'équivalent de ce qu'on a connu il y a une dizaine d'années. Donc on est vraiment dans une forme de norme, on n'est pas dans l'excès non plus sur ces niveaux de Alors justement, on va parler de la Fed indirectement, parce que bon, on a regardé quand même les chiffres. Alors on a eu les chiffres de la semaine dernière sur l'emploi. On voit que l'économie américaine, on va en parler tout de suite, elle résiste. L'Amérique, c'est vraiment l'Amérique. L'emploi, c'est pas mal. Ah, quand même. L'emploi se dégrade en Europe, il se dégrade en France, et puis aux États-Unis, ça va plutôt pas mal. Quel est le secret de leur performance? Est-ce que c'est uniquement ce qu'on entend beaucoup quand même, et on va en reparler tout à l'heure avec SpaceX, est-ce que c'est la bulle IA et rien que ça? Non, parce que l'IA, c'est un tiers de la croissance. On dit 2 tiers. C'est-à-dire on dit un tiers par l'investissement direct et un tiers par l'effet richesse. Oui, il y a l'effet richesse, mais c'est là où c'est intéressant parce que l'effet richesse, ça fait que le taux d'épargne des ménages américains, aujourd'hui, il est à 2,6% du revenu disponible brut. Et c'est au plus bas depuis 2008. On était à 3,6% l'année dernière. Alors qu'en Europe, on n'a pas cet effet de richesse qui nous pousse à consommer. Donc effectivement, la résilience de la consommation américaine aujourd'hui est liée, mais il ne faut pas oublier qu'avec une inflation au-dessus de 3, maintenant la croissance des salaires, elle est négative. Et on a un niveau d'épargne qui est au plus bas. Donc effectivement, il faut que tout cet effet de richesse y tienne pour que ça continue. Parce que l'emploi risque de se Qu'est-ce qui alimente cette machine en fait? Après, on dit c'est l'IA, on dit c'est les 10% des ménages les plus riches. Ils ont quand même 1% du PIB de plus de déficit public cette année. Donc en fait, ils ne font pas de l'austérité. C'est une politique budgétaire accommodante qui soutient. C'est ça qui booste. Non, il y a effectivement, il y a les 3 piliers. C'est-à-dire, vous avez quand même le pilier technologique. Et on voit bien, et on avait eu la même chose au moment d'Internet, c'est qu'on voyait bien finalement que les pays qui en tiraient le plus de bénéfices sur la croissance, c'était à la fois les pays producteurs et utilisateurs. Rappelez-vous, Internet, il y avait la moitié des gains qui venaient de la Silicon Valley et l'autre moitié des gains qui venaient essentiellement de l'utilisation d'Internet dans 2 grands secteurs qui étaient la distribution et la finance. Ça, c'était vraiment... Donc là, aujourd'hui, ils sont encore producteurs et utilisateurs. Et ce qui est fascinant, c'est de voir comment se transforme ce qui reste quand même, ce que moi j'appelle l'éternelle économie émergente, qui est les États-Unis. 2, l'effet de richesse, bien sûr, ça joue aussi. Et 3, effectivement, la politique budgétaire qui est quand même extrêmement stimulante. Le seul secteur qui va pas très bien aujourd'hui aux États-Unis, c'est l'immobilier résidentiel. Toujours. Qui est vraiment pas bien. Et puis, tous ces bons chiffres, n'oublions jamais qu'aux États-Unis, la moyenne cache des faiblesses liées aux énormes écarts en fait, de situation entre les plus riches, les plus pauvres. Quand vous voyez que vous remplissez quand même, je suis désolé, vous remplissez le Madison Square Garden pour un match de basket avec des places à $15 000. Je ne sais pas si en France, vous remplissez beaucoup de stades avec des places à 15 000 €. Voilà. Et à côté de ça, cette fameuse économie en cas. Et à côté de ça, vous avez des niveaux effectivement des poches de pauvreté, de précarité, etc. Donc oui, ça, cet écart, ces écarts aux moyennes, c'est une des faiblesses de l'économie américaine, mais c'est une économie résiliente, effectivement, qui a des moteurs de croissance. Et le crédit repart. Éric? Non, mais il y a 2 effets. Il y a l'effet de richesse dont on parlait, 31% de hausse sur le Nasdaq en 1 an. Évidemment, les Américains s'enrichissent. Et puis, il y a les énormes capex des grosses boîtes américaines, des GAFAM, plus de 700 milliards cette année. Donc, tout ça soutient l'économie. On a de plus en plus une économie en K. Et il ne faudrait pas que les marchés américains déraillent, parce que moi, je pense que dans ces cas-là, on pourrait franchement glisser assez vite dans une croissance zéro, voire une récession, parce que tout est lié à l'IA pour l'instant. J'ai rarement Non, c'est pas ce que dit... Mais moi, c'est ce que je pense. C'est pas ce que dit Anna. La consommation des ménages stricto sensu, c'est un peu moyen, puisque le pouvoir d'achat des ménages en 1 an a baissé de 0,6%. Donc ce qui tire, c'est l'investissement et la consommation des gens riches. Si ce moteur se grippe avec une chute des marchés, je pense qu'il y aura un gros pèse sur l'économie américaine. Non, mais il y a quand même 60% des ménages américains qui détiennent des actions. Oui, c'est ça. C'est l'effet richesse, le fameux effet richesse. Juste, je vais mettre un bémol sur l'emploi, parce qu'on s'est tous emballés sur les 177 000 créations d'emplois. Et les révisions des mois précédents, c'était pas mal. Hein. Mais la réalité, sur le dernier chiffre de l'emploi, en gros, il y en a 60 000 qui sont sur l'hospitality, qui est dû aussi à des embauches sur la Coupe du Monde. Ouais. Il y a 50 000 qui sont sur des emplois gouvernementaux, locaux. Et finalement, lorsqu'on regarde la part industrielle et la finance, moins 22 000 sur la partie finance. Donc,
Vous nous dites quoi? Vous nous dites qu'en l'économie- fait c'est un écran de fumée et que l'économie n'est pas... faut faire Mais attention. les chiffres de croissance sont pas mal. Les chiffres de croissance, mais effectivement, il y a l'investissement qui est là aussi pour soutenir tout ça. Mais attention de ne pas présumer de ce qui va se passer sur l'emploi. Il y a un effet de saisonnalité qui est présent, qui a impacté considérablement ces chiffres-là. On verra à la sortie de l'été si on est sur la même dynamique. La Par dépense contre, la moyenne, Fed regarde, la dépense les moyenne trois- estimée par touriste Emmanuel. qui va aller assister à la Coupe du Monde, c'est quand même 5 000 $. Ouais. Donc ça fait quand même un effet Je d'entraînement sur vois pas l'économie. que c'est élevé par rapport aux autres mondiaux. Ah oui, c'est beaucoup, c'est Ouais. beaucoup, c'est beaucoup. Parce que les Beaucoup, places ont d'accord. été multipliées par 2 par rapport à il y a 4 ans. Et donc ça aussi, ça va avoir Ça va un effet alimenter la d'entraînement, machine. bien sûr. Anna? Et puis je voulais revenir sur la tendance de l'emploi qui est effectivement sur les 3 derniers. Donc c'est vrai que mai c'était pas encourageant, mais les 3 derniers mois, ce que regarde ça. la Fed, c'est pas mal. Pas mal. Donc ça va retarder cette hausse de taux de la Fed. Si le détroit d'Ormuz est encore fermé après septembre et que l'inflation continue d'accélérer, bah là les marchés commencent déjà à pricer une hausse en décembre. Et vous pricez ça aussi? Oui, Non. mais en septembre, un peu plus tôt. Vous pensez qu'il y aura une hausse des taux? Une hausse, ouais. Eh ben, dis donc. Allez, on passe tout de suite. J'avais envie de passer un peu de temps avec vous sur ce chiffre-là qui m'a frappé, 67,6. Je l'attendais depuis longtemps, ce chiffre. On l'a maintenant. C'était pourtant simple de le calculer, une règle La de totale. 3. Maintenant, c'est Daniel Guichard. Ah oui, Bah oui. la totale. Bah oui. Mon vieux. Le rapport actif-inactif, la durée de la vie à la retraite, il y avait juste un petit calcul d'arithmétique à faire, une règle de 3 pour les enfants, et ça y est, on sait, on va devoir travailler jusqu'à 67,6 ans, mais le comité d'orientation des retraites n'a pas eu le courage d'aller jusqu'au bout de la vérité. Il nous a fait croire que c'était l'âge de la retraite nécessaire en 2070, alors qu'on doit dès aujourd'hui travailler jusqu'à 67,6 ans. Parce que nos comptes sont dans le rouge. Ça vous a fait quoi d'entendre ce chiffre? Moi, ça m'a fait quelque chose. Vous, Alors moi, Emmanuel Le Chypre. Non, moi je trouve que ce rapport, il est pas très alarmiste en fait. Alors attendez, déjà 67,6 ans, c'est unique. C'est si vous jouez uniquement sur l'âge de départ à la retraite pour rééquilibrer le déficit qui atteindrait 2,4 points de PIB en 2070. Après, il vous dit, bon, c'est surtout à partir de 2045 que la situation peut devenir critique. Et là, vous vous dites, bah, ça nous laisse quand même 20 ans pour essayer de trouver une solution qu'on n'a pas vraiment trouvée depuis 40, à vrai dire. Sur les retraites. Depuis le livre blanc de Rocard en 91, finalement, on n'a pas tant que ça. On a avancé un peu quand même, mais on n'a pas avancé tant que ça. Moi, là où je suis mal à l'aise maintenant avec ce genre de travaux, c'est que c'est des travaux qui ne tiennent pas compte finalement des changements du monde dans lequel on est. Ouais. C'est-à-dire, d'abord, est-ce qu'il y aura du travail pour les gens à 67 ans? D'abord, le vrai sujet. Est-ce qu'il y aura du travail? Le vrai sujet, c'est la quantité de travail. Bien sûr. Donc déjà, mettons davantage de gens au travail avant de penser à repousser l'âge. En gros, je veux dire, il y a déjà tous les bourricots qui bossent, qui sont pas assez nombreux. Si en plus vous leur chargez la barque en leur disant tu vas bosser encore plus longtemps, non, il faut se débrouiller pour faire travailler beaucoup plus de gens. De la technologie. Vous l'avez dit. Enfin, qu'est-ce qu'on sait de l'impact de l'IA mais sur le monde du travail. et donc sur la productivité et sur tout ça. Donc je pense que c'est une bonne guideline, c'est bien d'avoir retenu ce chiffre, c'est effectivement assez juste de dire qu'il faudrait s'en rapprocher quand même Un peu quoi avant. qu'il arrive, parce que comme on ne sait pas ce qui nous attend, c'est quand même la sagesse d'aller vers de temps de faire ce chiffre, mais je trouve que l'exercice devient un peu désuet quand même. Anna, quand on se projette avec la démographie, bon, baisse des naissances, allongement de la durée de la vie, augmentation des décès, les perspectives, effectivement, comme disait Emmanuel, sur l'IA et autres, les déficits, vous parliez tout à l'heure du déficit public aux États-Unis. C'est vous qui êtes économiste, vous dites là, on est sur une bombe, quoi. Je veux dire, On est sur une bombe. Comment on résout ce Ouais. truc-là? Parce que c'est pas en disant aux gens on va travailler jusqu'à 67 ans, c'est déjà quelque chose, mais ça suffira? Je pense qu'effectivement, le chiffre peut s'avérer beaucoup plus élevé en fonction des générations. Parce qu'il faut quand même voir les générations, avec le temps, ont perdu en patrimoine financier. Et aujourd'hui, c'est vrai que... C'est-à-dire? Par exemple, tout ce qui est baby boomers, ils ont quand même à peu près 20% de plus de patrimoine financier que ceux qui sont aujourd'hui les Gen Z. À âge les équivalent, vous voulez dire ou... Oui, à Ok. âge équivalent. À âge Et équivalent. donc, ça veut dire qu'effectivement, avec le changement démographique qui dit que sur 100 personnes qui travaillent aujourd'hui, qui vont travailler en 2050, de 16 à 64 ans, sur 100 personnes, 26 personnes, ils vont devoir financer 26 personnes à la Bien sûr. retraite.
Aujourd'hui, ce ratio, il est 100 pour 16. Et donc, c'est vrai qu'il y a 60% d'une charge démographique qui augmente sur un patrimoine financier qui baisse. Ok, mais Donc, comment ça- on fait donc Donc, du question. coup, ça veut dire qu'en fait, pour compenser, déjà, il faut épargner plus pour les générations d'après. Donc, il faut encore pouvoir épargner. Même si on épargne plus, on ne sait pas exactement quel est le rendement de notre épargne. Donc, si on prend, je ne sais pas, 3% en moyenne sur les 25 années à venir, ça veut dire que quelqu'un comme moi, qui est génération millennials, devrait avoir un âge de départ à la retraite après 70 ans. Et en plus, il faut déjà aujourd'hui réfléchir sur le fait que les retraites, c'est quand même assez généreux en France et ils sont indexés à l'inflation. Et en fait, la France, c'est parmi les seuls pays où le patrimoine financier des retraités continue à augmenter. Comment on explique ça? Parce que il y a les effets du passé. Il y a les effets de richesse du passé. Aujourd'hui, moi, j'aurai moins d'effets de richesse à venir puisque le marché immobilier est moins fort, parce que la croissance est plus Vous ne faible. savez pas ce que ce sera le marché immobilier au moment où vous serez à la Déjà, sur les retraite. 10 dernières années, j'ai pas Si, on peut, bénéficié... si, on peut le savoir. Pourquoi? Et parce que vous avez, moi je suis convaincu qu'on va vers, on va avoir un âge d'or de l'épargne qui va se diriger vers les marchés financiers qui va être terrible. Qu'est-ce qui se passe? À partir de 2037, la population va diminuer. Ok. Dans un pays dans lequel la population diminue, la pression démographique sur le logement, elle est beaucoup plus faible. Regardez au Japon. Pourquoi c'est un âge d'or? Ça va être la catastrophe. Parce que qu'est-ce qui va se passer quand vous allez vous retrouver avec un marché de l'immobilier qui va progressivement se rééquilibrer et peut-être même devenir excédentaire en stock de logements. Le prix de l'immobilier, ça va baisser. Non, sauf s'il y a des étrangers qui viennent en France. Donc si vous voulez financer votre retraite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez plus vous dire, je m'achète mon appart et je le revendrai 2 fois plus cher à la retraite. Donc votre épargne, vous allez aller la placer où? Alors d'abord, vous vous logerez pour moins cher. Ça, c'est quand même un point positif. Et 2, pour préparer votre retraite, votre épargne, vous la mettrez où? Vous la mettrez pas dans l'immobilier. À condition de gagner de l'argent. Il faut encore que... Parce qu'on sait que les Français ne sont pas les plus forts à constituer un patrimoine financier dans des actions, des obligations. Les Allemands, un peu plus. Mais les Français sont soit l'immobilier, soit le livret A. Mais vous verrez que si Et donc, il l'immobilier, faut aussi changer le système éducationnel pour que les jeunes d'aujourd'hui ont une culture financière et une éducation financière pour construire le patrimoine de demain. Éric Lewin, vous qui êtes déjà retraité. Il faut mettre tous les gens au travail. J'ai regardé que les 65-74 ans, en France, ils sont 5% à bosser. Alors que par exemple, un pays comme la regardez, Corée, même les 59-64, c'est un pays déjà par exemple, comme la catastrophique. Corée, qui a des gros problèmes puisqu'ils ont un actif, il y a un actif pour 1,2 actifs Et pour un un taux de retraité. fécondité le plus bas du monde. C'est un taux de fécondité, ils en ont 40% qui travaillent entre 65 et 74 ans. Donc comment voulez-vous que si on ne met pas les gens qui travaillent, comment voulez-vous avec un taux de participation de l'emploi qui est à 70%, alors qu'il est à 77% en Allemagne et 75% en moyenne dans les pays de la zone euro, comment voulez-vous que le pays s'en sorte? Il faut mettre Mais les gens alors à vous bosser. qui êtes un homme politique, que font les politiques? Eh ben, c'est la Quand on première- regarde, Mais on regarde les programmes, franchement, c'est Mais à attendez, pleurer. l'homme politique qui dit demain la retraite à 70 ans, comme au Danemark en 2040, on baisse de 25% les dépenses sociales, il fait 2% aux élections. Donc personne n'a le courage de prendre les réformes. Et donc on va pas avoir de réforme, donc on va dans le mur. C'est quoi votre... Mon sentiment, c'est que tant qu'on n'est pas attaqué par les grands fonds d'investissement sur la dette française qui vont faire comprendre Mais qu'on fait ça n'importe fait quoi. un moment que je l'avais oui, mais il se passe c'est rien. jamais Donc- arrivé, je l'ai donc- dit donc il se moi-même, passe rien. Donc je l'ai annoncé, je me on suis va aller planté dans un le mur nombre tant de qu'il n'y a fois pas les à grands calculer fonds qui vont vendre la Non, dette mais française, tant qu'il n'y a pas une attaque sur la dette française. On va pas aller dans le mur, on va aller jusqu'au pied du mur. Ok. Et là, au pied du mur, quand on s'apercevra qu'il va y avoir une génération qui va arriver, et massivement, quand vous regardez les prévisions sur le nombre de plus de 80 ans qui va exploser, ça se compte en millions. Bien sûr. Donc il va bien falloir, et là, il faut faire confiance à la plasticité de l'économie, à l'inventivité. Il va y avoir plein de nouveaux métiers, plein de nouveaux business. Vous aurez des tas de vieux en bonne santé et qui s'occuperont des plus vieux en mauvaise santé, parce que ça va... Non, moi je suis pas du tout... Ça fait rêver votre truc. Ah bah non, ça fait pas rêver, mais c'est la vraie vie. Il y a un moment où quand vous pouvez plus... Frédéric, vous qui serez bien obligé de êtes loin de l'EHPAD, contrairement à nous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Moi, je suis Vous foudrage. économisez? Non, moi je suis foudrage parce que la solution, c'est pas forcément l'âge, c'est la capitalisation. Moi, quand je vois ce qui se passe en Norvège avec un fonds souverain qui est capable de sécuriser... Parce que la dynamique de la natalité en Norvège, honnêtement, on le sait très bien, c'est pas un pays du Sud. Non.
Eux, ils ont sécurisé leur retraite sur les 25 années qui viennent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un fonds souverain aujourd'hui qui gagne des milliards et des Ouais, mais milliards. c'est pas un bon exemple. La Norvège, ils sont Quelques secondes. Non, ils sont non. assis sur un mat. Bah oui, oui, mais ils non, ont mais pétrole. c'est pas, pétrole. c'est pas ça. Nous, on a de l'épargne. On a de l'épargne simple et on a aussi. Elle est mal orientée. C'est vrai. Elle est mal orientée. Donc la question, c'est. Il suffit simplement de mettre une touche de capitalisation, on sécurise nos entreprises, on permet... Mais elle existe quand même, la touche de capitalisation. Quand on a un PER, c'est de la Oui, capitalisation. mais ça c'est personnel, mais le Ouais. financement des retraites globales, Très faible. c'est quand même... on arrêtera comme ça de gueuler finalement sur les dividendes de Total, puisqu'ils reviendront à la communauté par le biais de la capitalisation. Amen. On se retrouve en deuxième partie de l'émission. On va parler de SpaceX, on va parler de la bourse, on va parler du top 3 des gérants. Et Frédéric se demande s'il est sur le podium, du top ou du flop. BFM Business présente C'est votre argent. Marc Fiorentino. Quelle équipe aujourd'hui quand on a Emmanuel Le Chypre et Eric Lewin assis l'un à côté de l'autre qui n'arrêtent pas de parler. Alors pendant l'émission, pendant que les autres parlent, c'est vraiment les deux, ils sont incorrigibles. Je me demande comment ils étaient à l'école. Heureusement qu'on a Frédéric Rosier et Anna Boata qui sont très sérieux. Bravo les deux. Hein. Alors, voilà, on a deux cancres et on a deux bons élèves. Mais d'abord, en plus, il n'a même pas de notes, Frédéric Rosier. Il parle sans notes. C'est le talent pur. Allez, généralement quand Emmanuel a des notes, c'est les courses pour le week-end. Alors, Donc je préfère. Alors ne pas oublier les foies de volaille Soit les courses, soit et la rosette et le petit bout d'andouillette. Allez, on passe tout de suite au marché. Et évidemment, cette semaine, on a eu une belle remontée après Donald Trump qui, pour la 39e fois, a annoncé qu'on allait avoir un deal avant le G7. Je vous rappelle qu'il y a le G7 à Évian la semaine prochaine et donc il voudrait avoir un deal avant. Les Iraniens ont évidemment dit qu'ils étaient au courant de rien, donc on a l'impression que tout recommence comme d'habitude, mais c'est pas grave. Les marchés ont aimé, ils ont monté de 2%. Depuis le début de l'année, on a toujours des actions européennes qui sont très en Surtout retard. Paris, hein. Très en retard. Bon, l'Eurostock, c'est pas terrible non plus. Hein. Et par contre, on a les actions américaines qui continuent, le Nasdaq. Avant de parler de tout ça, je voudrais qu'on parle de SpaceX. Ça y est, c'est fait. 75 milliards de dollars levés sans difficulté avec la clôture de l'opération jeudi, première cotation vendredi. On parle peut-être même de 88 milliards de dollars levés si on active la clause de surallocation. Une valorisation de 1800 milliards de dollars. Je sais pas, ça vous inspire quoi, Frédéric, au-delà de... J'arrive même plus à avoir une opinion sur le sujet, en fait. Alors, moi, c'est le dossier Elon Musk qu'il faudrait ouvrir là-dessus. Parce que Elon Musk, en réalité, c'est le roi du storytelling. C'est quelqu'un qui... C'est pas un grand financier, Elon Musk. C'est un visionnaire, c'est tout ce que vous voulez. Vous savez quel est le résultat net d'Elon Musk depuis qu'il est dirigeant d'entreprise, en cumulé, depuis 30 ans ? Non. Cet homme-là, 15 milliards net. C'est-à-dire qu'en 30 ans de carrière à la tête de boîte, en passant par PayPal et autres, jusqu'à aujourd'hui, entre ce qu'il a investi, ce qu'il a dépensé et autres, c'est 15 milliards. C'est en gros... Oui, il a créé de la valeur. Regardez la valeur de Tesla. Oui, mais il n'a pas créé, si vous voulez, du revenu. C'est-à-dire que... OK. Oui, mais c'est de la valeur. Mais beaucoup derrière dans... Vous voyez, SpaceX. Non, mais le Tesla, par exemple, je comprends ce que vous dites, on va revenir à... Mais Tesla, ça fait un moment que ça dure. Oui. Et donc le storytelling, au bout d'un moment, ça s'effondre. Tesla s'est effondré et puis il est reparti. Oui. Donc ça vaut quand même... Oui, mais alors, boursièrement parlant, c'est pas l'automobile aujourd'hui que vous payez dans Tesla. Oui, c'est l'histoire d'après. Ouais. C'est les robots, c'est des choses qui sont dans la promesse. Sur SpaceX, c'est pas sur ce qui se passe actuellement, c'est sur la promesse, jusqu'à dire 1 million d'humains sur Mars. Donc on est dans, quelque part, cette volonté à chaque fois d'écrire l'histoire, mais ne pas acheter le pur financier. Parce que pur financier, 15 milliards en 30 ans, juste Arnaud... Ok, d'accord. Vous, un ami de la famille vient vous voir en sachant que vous êtes financier, en vous disant est-ce que j'achète du SpaceX ? Parce que je rappelle que c'était accessible à travers tous les brokers. Hein. Qui ont fait même un gros ramdam, les brokers. Qui ont fait un gros ramdam. Même nous, chez Mirabeau, on est actionnaire de la première heure. C'est-à-dire qu'on est actionnaire de quasiment depuis 2 ans et demi. Donc qu'est-ce que vous leur dites ? L'ami vous dit qu'est-ce que je fais ? Je souscris à l'IPO ? Je n'achète pas sur la partie financière, mais j'achète l'histoire, j'achète le momentum, j'achète autre chose. Mais je ne veux pas acheter, honnêtement, sur des fondamentaux, le titre. Oui, enfin, ok, vous l'achetez quand même. Mais oui, parce qu'eux, on a acheté. Après, regardez juste, je vais finir avec ça. Allez-y. Elon Musk, c'est la définition pour moi de l'homme clé.
d'accord, dans les entreprises. Que vaut SpaceX sur Elon Musk? Que vaut cette société? Regardez, Warren Buffett prend sa retraite à 94 ans, le Berkshire, 20% de baisse, d'accord? Alors que les actifs sont cotés. Pourquoi? Parce qu'on estime que Warren Buffett, c'est l'image et c'est l'incarnation d'un investisseur. Vous dites qu'il y a trop de dépendance par rapport à un homme. Oui, et en plus, la société n'est pas auditée, vous le savez, Ouais. parce qu'elle est contrôlée à 100% par Elon Musk. Donc, vous allez confier finalement une société, si demain il arrive quoi que ce soit à Elon Musk, je suis pas sûr que l'entreprise ne soit pas Le démantelée contre-exemple, c'est derrière. Apple. Ouais, on se disait ça avec Steve Jobs. Voilà. Non, parce qu'il y a Ah, si, quand même. il y avait du produit, il y avait de la rentabilité Franchement, aussi. moi, quand Steve Jobs a quitté, enfin, est parti, est mort, je me suis dit, c'est fini, quoi, la boîte, elle est au tapis, et puis finalement... Non, il y avait de l'activité, il y avait un écosystème qui existait, il y avait quand même autre chose. Anna, vous vouliez dire quelque chose? Oui, je ne me prononce pas forcément sur SpaceX en particulier, mais je pense quand même qu'il y a une question de timing, parce qu'on a regardé justement aussi chez nous, chez Allianz, l'histoire des IPO technologiques. Et c'est vrai que sur 15 ans, statistiquement parlant, il y a toujours une correction à un moment donné. Ouais, Donc, les chiffres sont dingues d'ailleurs. Alors Ah oui. derrière, Et en ça fait, remonte, mais ça fait moins 50 la première année à peu près. Oui, voilà. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, en moyenne, il y aura une correction de 10% sur les 12 prochains mois. Oui, mais Donc, le timing si est vous important. si vous aviez du Google du premier jour, vous étiez content. Non, mais écoutez, alors, tout le monde Eric, critique SpaceX, mais tout le monde en a. La valorisation est dingue. Je vous rappelle qu'en tout le monde en a. Oui. Tout le monde critique, Moi, et j'en tout ai le monde pas. en met un petit peu dans son portefeuille. J'en ai C'est pas. marrant parce qu'en début d'année, ça valait 850 milliards de valo. Maintenant, ça vaut 1750. Je voudrais qu'on m'explique comment en 6 mois, ça peut être x2. Ça vaut 112 fois le chiffre d'affaires. Ça a perdu 5 milliards. Donc, franchement, qu'on m'explique pourquoi on en est là. Et puis, franchement, la mais somme... vous dites tout le monde en a. Mais parce que, si vous voulez, à court terme, on fait un coût financier comme dans les années 2000 où tout le monde souscrivait à toutes les IPO, mais il faut sortir très très vite de ce dossier. Parce qu'on croit en Elon Musk, on en achète, mais il faut vendre très vite. Alors, et c'est vrai que c'est survalorisé. C'est complètement survalorisé. Il y a très peu de cas d'école comme ça d'une boîte aussi chère. 120 fois le chiffre d'affaires pour une IPO. Franchement, Fred, toi qui fais de la bourse depuis 45 ans, trouve-moi une boîte comme ça. Moi, j'ai essayé de regarder, parce qu'évidemment, la référence, c'est pas tellement la bulle de l'Internet, mais la bulle des télécoms. Moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, on a tout, si on fait une checklist de tout ce qui fait une bulle, on a une bulle. Ce qui ne dit pas qu'elle va exploser. On a une bulle, c'est-à-dire ce délire des particuliers, valoriser des sociétés qui perdent de l'argent, ces flux spéculatifs qui passent du Bitcoin pour aller sur SpaceX. Juste sur le spatial. Est-ce qu'on a une bulle d'abord? Sur le spatial, oui, il y a une bulle quand on regarde. Sur la bourse, je pense. Sur la bourse en général. Sur l'IA. Quand vous regardez par exemple depuis le début de l'année, Microsoft moins 15, Meta moins 10, donc les valeurs, les GAFAM, il n'y a pas de bulle puisqu'il y a des consolidations. Maintenant, c'est vrai que sur l'IA, tout le monde a envie d'en avoir. Et les semi-conducteurs. On l'a eu ça sur les semi-conducteurs. Vous avez une boîte par exemple qui s'appelle Soitec à Paris dans le photonique qui perd encore de l'argent, qui a gagné 300% depuis le début de l'année parce que dès que vous prononcez le mot IA, il y a une bulle. Donc c'est vrai, on l'a vu pour Schneider et Legrand qui étaient des boîtes énergétiques qui sont devenues maintenant des boîtes de data center parce qu'elles font 20% de leur chiffre d'affaires dans les data centers et qui se payent 30 fois les bénéfices. Sur cet ensemble, il y a une bulle. Maintenant, je ne crois pas que sur le Nasdaq en général, il y a une bulle. C'est-à-dire que je pense que ces valeurs peuvent baisser. On a déjà vu que l'indice SOX des semi-conducteurs a baissé de 10%, mais je ne crois pas qu'il y a une bulle qui va s'effondrer comme en 2000, où tout montait avec souvent des modèles de valorisation extrêmement chers. Donc vous dites pas bulle sectorielle, mais pas bulle générale sur le marché. Frédéric, vous dites bulle ou pas bulle? Quand SpaceX pèse plus lourd que les 10 sociétés les plus importantes de l'aérospatial avec du business aérospatial, on peut estimer qu'elle ne fait que 20 milliards de chiffre d'affaires. Vous dites, on n'en est pas loin. Je veux dire, si c'est pas une bulle, ça y ressemble. Ça sent un peu. Mais sectoriel. Ça semble quand même un peu à la Oil Time Warner pour ceux qui ont un peu de mémoire. Voilà, bien sûr. C'est-à-dire, c'est la méga opération qui, mine de rien, a enclenché un. Là où je suis pas d'accord avec Eric, c'est que j'entends ce que vous dites, Eric, mais si cette bulle sur ce secteur explose, on sait qu'il y a toujours un effet de ruissellement sur le reste. On peut consolider. Mais vous savez où il peut y avoir un problème? Il peut y avoir un effet d'éviction, parce que Anthropic, OpenAI et SpaceX qui viennent en bourse, ça fait 300 milliards de levée de fonds. Et là, il peut y avoir un effet d'éviction. C'est-à-dire qu'un gérant de fonds qui a par exemple du Nvidia, du Meta ou de l'Amazon peut vendre pour racheter. C'est ce qui s'est passé. C'est une des explications de la baisse de l'or, quand même. Bah oui, mais c'est une des explications de la baisse des cryptos. Bien sûr. Donc s'il y a l'effet d'éviction qui peut avoir lieu, et là, c'est vrai que ça peut non pas s'effondrer, mais on peut avoir une consolidation de 20%. Emmanuel, quand vous regardez ça avec vos yeux d'économiste, vous dites. Les leçons de l'histoire, elles sont quand même imparables. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez cette combinaison d'innovation technologique qui ne vous permet pas de dire si la rentabilité de votre secteur c'est 3 ou 10, que vous avez une surabondance de liquidités
etc. Oui, Ouais. à chaque fois, il y a eu des bulles. Mais on ne sait pas quand elles explosent. Hein. On ne sait jamais, c'est par définition. Vous savez. Mais elles peuvent ne pas exploser, on peut consolider, on peut perdre 20%, que ça soit un effondrement comme en 2000. Ouais. Mais 20%, c'est pas une bulle. 20%, c'est 50%. Oui, mais C'est une correction. 20%, une vraie bulle, c'est quand tu as corrigé de 50% et que les cours sont encore trop chers. Voilà. C'est 20%, c'est une correction. C'est pas ce qui se passe sur les valeurs américaines dans le grand temps. C'est pas une bulle. Donc ça veut dire. Ça s'est toujours fini comme ça. Ça s'est fini comme ça, y compris à la bulle Internet. Absolument. Donc, il est possible que ça se termine comme ça. Après, la question, c'est ne pas acheter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire la valorisation avec ce que ça change dans l'économie. Et là, ce qu'on voit, c'est que plus le temps passe, plus on voit la diffusion dans l'économie. Ouais, c'est ça qui est intéressant, parce que ça devient macroéconomique. Oui, mais la vraie question qu'il faut quand même se poser, c'est la disproportion des marges qu'encaissent ces sociétés et regardez ce que commencent à dire des entreprises. C'est que les agents IA, ça commence à coûter plus cher que les vrais gens, etc. Donc il y a un moment où la question des marges, finalement, elle va être questionnée aussi. En sachant qu'ils perdent déjà de l'argent. Donc si on baisse le prix de vente... Incontestablement, il y a une... Mais les gens sont pas dupes. Je veux dire une chose, les gens sont pas dupes. Vous avez un fabricant de chaussures qui s'appelait Allbirds, qui a dit moi je vais faire de l'IA. L'action elle a gagné 600% une semaine, elle est montée à $20, et puis 3 semaines après elle vaut plus que $3. Donc les gens sont quand même pas dupes, contrairement à l'an 2000. Ils se rendent bien compte que quand il y a vraiment pas d'IA, il faut sortir de ce genre de dossier. Alors qu'en 2000 on achetait n'importe quoi, ça montait. Alors justement, dans ce contexte-là, c'est quoi pour vous, Frédéric Rosier, le placement de la semaine? Moi, je pense... Pour être milliardaire, pour être aussi riche, pour peser 1000 milliards de dollars. Je pense justement qu'il y a eu ces vases communicants en défaveur de certains actifs, et je vais me remettre sur l'or. Je pense que l'or, aujourd'hui, c'est un actif qui a corrigé très fortement, quasiment 30% sur les points hauts. On rappelle, 5 000, on est quasiment monté à 6 000. Tout le monde en voulait à ce moment-là. C'est ça. C'était janvier 2026. C'est pas vieux. Et là, bizarrement, à 4100, plus personne n'en veut. Alors, il y a des explications, on en a eu. Oui, mais il y a aussi... Il y a les ventes de banques centrales qui avaient acheté beaucoup, la Russie a vendu, la Turquie a vendu. Mais vous êtes dans des pays, par exemple dans le Golfe, vous avez d'autres choses à penser que de stocker de l'or. Bien sûr. Et après, le stock d'or, il arrive au niveau... les berloutis en ce moment dans le Golfe. Les stocks d'or est équivalent au stock de dollars dans les réserves de change des banques. Est-ce qu'elles n'ont pas fait aussi quelque part le job? Donc je pense que c'est, à mon avis, donc l'or, plutôt le bon potentiel. On y va. On profite de la baisse de 30% pour rentrer dans les cours, 20% depuis le début de la guerre en Iran. Le placement de la semaine... Non, mais sur les actions européennes, je pense qu'il y a encore des très belles boîtes. On sent mid-cap, large cap. Ouais, large cap, on sent que ça frémit sur certains dossiers en ce moment. Du SI-LOR, on sent que le luxe, après une période compliquée, moins 20, moins 25%, commence à remonter. Donc je serais plutôt positif, et notamment sur le CAC 40, parce que je me dis que le CAC 40, il y a tellement peu de tech, c'est que s'il y avait un soubresaut, et on l'a vu cette semaine quand le Nasdaq a perdu plus de 4% une séance, le CAC, le lendemain, était quasi flat. Donc plutôt les indices européens. Pas simplement small caps, mais même certaines big caps qui sont très, très en retard. C'est la première fois. Ça fait combien de temps que vous venez à l'émission? Ça fait bientôt 52 ans. Que vous ne dites pas, à chaque fois que je lui demande le placement de la semaine, il me dit les valeurs moyennes. L'or est à $2000, j'avais recommandé. Ah, mais voilà, vous avez vu comme il est susceptible. Il ne peut pas avoir un truc sympa entre Uber, le G7, les Berluti, il n'y a pas un truc sympa là. Heureusement que Manu m'aime. J'étais là le jour où il a recommandé l'or. Allez, on passe tout de suite au top ou au flop de l'année, pas de l'année, de la semaine d'ailleurs. On va commencer par vous, Anna. On peut l'appeler de l'année. Ouais, allez. Les 38 deals annoncés par Donald Trump. En fait, ce qui est quand même pour moi un flop, c'est qu'on a cette déconnexion entre ce que les marchés attendent, qui est le titre de Bloomberg qui dit il y a un deal, et ce que l'économie réelle ressent en fait. Et j'ai bien peur qu'en fait on n'aura pas vraiment un accord soutenable, on aura ce genre de cessez-le-feu mais intermittent. si le détroit s'ouvre, ça va être... Mais quand est-ce qu'il va s'ouvrir? Puisqu'on a quand même eu 7... Moi, j'ai dit qu'ils allaient s'ouvrir au bout de 5 semaines, ça fait 3 mois. 7 cessez-le-feu, 38 deals, et il n'y en a aucun bateau qui soit rentré. Et on a eu quelques-uns qui sont sortis. Et là, en attendant, effectivement, les prix du pétrole, peut-être qu'à l'ouverture, ils vont être à 50 parce qu'il y aura des surcapacités. Mais ce que dit Emmanuel est quand même intéressant pour une fois, c'est qu'avec tout ça, le prix du pétrole est resté super bas. Oui, mais il ne faut pas oublier la Chine n'achète pas. Bah oui. Il ne faut pas l'oublier. Bah donc. Les États-Unis exportent de double que les exportateurs. Non, mais ça mais ça, c'est pas conjoncturel. La nouvelle, oui, mais la Chine va devoir importer à un moment donné. Oui, mais c'est la diversité de l'approvisionnement. Bah oui.
c'est la plasticité des circuits économiques mondiaux. Les nouvelles sources d'énergie, Mais bien sûr. Mais d'électricité. la Chine qui n'achète pas de pétrole, ok, on sait qu'ils ont 1 an de réserve, peut-être plus, peut-être moins, mais ce que les données satellites nous disent, c'est qu'en fait, en Chine, il y a quand même moins de lumière publique aujourd'hui. Bon, ils sont adaptés. Ils So what? s'adaptent, mais ça veut dire que voilà, C'est pas mal. ils gèrent un peu les réserves. Mais Bah, on tant peut pas mieux. tout mettre sur la Chine. Non. Et donc, à un moment donné, ils vont revenir sur le marché et ça va être autre chose qu'aujourd'hui. Frédéric Rosier. L'hôtellerie américaine. Ah ouais. Parce qu'on parle des semi-conducteurs, mais un des meilleurs secteurs aux États-Unis, c'est les chaînes d'hôtels que vous connaissez, Hyatt, Marriott. C'est 30% depuis le début de l'année. Donc, alors il y a plusieurs. Bah, il y a- Il y a l'effet mondial, non? Ah ouais. C'est-à-dire que les prix, ce qu'on appelle les RevPAR, les revenus par chambre, sont en train d'exploser à la hausse, à tel point qu'aujourd'hui, il vaut mieux faire un aller-retour en avion plutôt que de dormir sur place. Hein. Donc vous allez voir un match, vous revenez en France et vous repartez. Sauf si on part en first. Voilà. Sauf comme voilà, Eric. Sauf si on fait comme Eric. Mais c'est assez spectaculaire. Payé par BFM. Elles sont toutes. J'aimerais bien. Toutes ces sociétés, alors qu'on n'en est pas, c'est pas le cas en Europe, toutes ces sociétés sont au plus haut historique au moment où on se parle. Moi, j'ai été un peu coincé par mon ami Fred. Eric Lewin. Le flop qui va devenir un top. L'or baisse de 5% depuis le début de l'année. Il baisse de 25% par rapport au plus haut. Pourquoi? On le sait très bien. La hausse des taux d'intérêt, c'est pas très bon pour l'or. Et puis les banques centrales qui achetaient 1000 tonnes en 2023, puis 2024, maintenant ça tend à baisser. Mais je pense que ça peut devenir un top parce que je pense que sur Hormuz, Trump n'a pas le choix. Il y a bientôt les midterms. Il veut absolument que la guerre s'arrête. Et si la C'est guerre ce que je s'arrête, dis depuis des semaines, je mais pense s'il ne se que- passe rien. s'il se passera, je pense que On l'argent, n'est pas tout seul. l'or, le palladium, le platine, tous ces métaux devraient remonter. Donc mon flop va se transformer en top. Je suis d'accord avec Frédéric. Donc là, vous nous conseillez de rentrer sur l'or, comme Frédéric. Sur l'argent, Sur l'argent. de shorter le pétrole D'accord. et Et vous nous d'être conseillez sur de les rentrer actions sur les européennes. actions Sur européennes. les actions européennes. Bah voilà, c'est bien ça. Bah oui. On a un bon programme. Emmanuel, Moi, j'ai été intéressé. Top ou flop? Considérez peut-être ça comme un flop. c'est vous qui vous allez voyez, voir, Emmanuel. Vous pourrez peut-être trouver que c'est un top en fonction de la façon dont vous vous positionnez. Non, j'ai été passionné par cette étude de IWSR, qui est un institut sur la consommation d'alcool, qui nous dit que la consommation d'alcool va baisser dans le monde d'ici 10 ans. Mais déjà en Europe. Non, Les dans jeunes. le monde. Les jeunes. Dans le Oui, mais en monde. Europe déjà. Alors que la population mondiale Elle augmente. en âge légal de boire va augmenter de presque 10%, la consommation mondiale d'alcool baisserait de 1% d'ici 2035. Et du coup, qu'est-ce qui. Bah, Comment on l'explique d'abord? alors d'abord, il y a des pays où ça monte fort, comme l'Inde par exemple, le Mexique, quelques pays émergents, mais ça compense pas la chute aux États-Unis, en Europe, Lié à quoi? lié à l'augmentation jeunes, du coût de la vie, La santé. lié à l'augmentation, au changement des modes de modes prise, de vie, ouais. Des modes de des modes de consommation. vie, des modes de repas, à toutes les aspirations effectivement écologiques, environnementales, sanitaires, etc., à tous les nouveaux médicaments qui réduisent l'appétit Pourquoi et vous la me regardez? soif. Pourquoi vous me regardez? Bah, parce que je vous parle. Non, vous faites à tous les médicaments. Ça y est, vous voulez balancer à tout le monde que j'ai fait des piqûres. Ah bah si vous le dites. Non, c'est vrai. Non, je plaisante. Voilà. Non, je plaisante pas Et, d'ailleurs. mais pourquoi pas. Et donc voilà. Donc du coup, vous allez vous Ça, retrouver intéressant. seul Et non, est-ce que je le trouve soir intéressant dans la rue. aussi. À boire son cristal Roderer tout seul. Ce que Vous je allez être trouve- seul bourré dans Ce les que rues je de trouve Paris. intéressant aussi, c'est qu'on dit toujours la consommation de vin baisse, mais il n'y a pas que la consommation de vin. Tous les alcools, bière, les ouais. alcools forts, la bière aussi. La bière. En Asie aussi, voilà. parce qu'en Asie, gros consommateur de cognac et tout ça. Non, ça remonte. Ça remonte. Ça remonte. Mais ça compensera pas. Mais ce qui C'est est intéressant ça. Ce qui est C'est- intéressant, Oui, voilà, c'est c'était que- pour. Non, mais je trouve ça très sympa. Et en plus, je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Dans des valeurs, Justement. des grandes sociétés qui font des grands groupes. Mais je qui font sens des que ça vous boissons, affecte etc. parce que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Ça m'affecte pas, ça m'a surpris. C'est l'intellect qui parle, pas le palais. Et je confirme parce que je reviens de Munich où mes collègues allemands me disent, tu sais, il y a une pénurie de la bière sans alcool. Ah ouais. ouais. Et ça cartonne par contre. Et en fait, il y a même une Bonjour, la stratégie Sigurie. qui est, tu alternes entre une Quel cauchemar. pinte bière sans Ouais. alcool et une pinte Même la bière bière avec marque alcool. le cauchemar, la bière. c'est de la stratégie. Mais quelle ça. déprime. Stratégie. Même si elle a- La bière devant la Coupe du Monde de Effectivement. football avec Emmanuel. La montée en puissance, c'est tout ce qui est moins d'alcool ou pas d'alcool du tout. Et ça cartonne. Quelle tristesse. Allez, on passe tout de suite au top 3 des gérants. Et en numéro 1, notre ami à tous, Alain Pitou. En 2, Pierre Chang, défenseur de la France. Et en 3, Frédéric Rosier. Bravo. Bravo. Sympa. Toujours là, quoi. Puis tous, il est imbattable, ce type-là. Ouais, mais la volatilité la semaine dernière était à plus 25. Hein, donc, Hein, alors Il est Non, ça bourré, vous- il est ça- richissime ça vous en ce moment, fait- Ça vous fait plaisir Euh, Bah, vous avez été sur le podium l'année dernière. Ouais. Là, vous êtes sur le podium, c'est super. Allez, Ouais. on va vous faire peur quand même parce que. Bah oui.
Bah évidemment quoi. On va afficher votre portefeuille et on va le passer en revue ensemble. Vous nous dites ce que vous faites. Vous avez du Prosus, Je garde, Schneider Electric. je garde. Malgré ce qu'a dit, c'est Eric qui a dit Oui. qu'il y avait Bon, non. il y a un très bien. Ils s'en fichent. Ah, ils non mais non, ont- mais c'est intéressant. McDonald's. Bah, vous savez, si Alors, vous pouvez vous- doubler la ligne, je la doublerai, Ouais. vous voyez. Alors expliquez à Eric ce que c'est McDonald's. McDonald's, ah oui, c'est un peu comme Fauchon à l'époque. Parce qu'il y a ça, il y en Non, a, mais, il y en a un à Neuilly, donc il il y devrait a- connaître. Bien sûr qu'il y en a un Oui, oui, à sur côté la de la sortie du métro à Sablon. Alors, McDonald's qui va lancer vraiment toute une offre autour de la Coupe du Monde. Ouais. Avec aussi des menus à partir de $3, Ouais. 3 à $4, donc très très loin Des budgets des standards d'Eric. d'Eric. Donc là, on a un biais. Et d'ailleurs, il y a des études qui montrent qu'il y a une progression, on attend une progression, alors pas significative, mais 2 à 3% de consommation. Allez, notamment on accélère. Alphabet, Alphabet, bien sûr, je garde. Micron, c'est un de vos grands cartons, hein, Je ça crois a que je quasiment. suis pas à 1000%. Ouais, mais c'est dingue, ça fait une grosse partie de votre perte, d'ailleurs, bravo. Je pense, celle-là, j'étais vraiment sur la mémoire en disant qu'on ne peut pas faire d'IA sans mémoire. Ouais, je me rappelle très bien, franchement, Ouais. c'est votre. Et, je vais la garder. Je vais la garder Ah ouais quand même, mais honnêtement, j'ai Prenez pas hésité. On verra quand je reviens. Allez. J'aurai peut-être tort, mais Allez, je vais- Pinduoduo, c'est un flop, mais je le garde. Medtronic, Santé, je garde. Becton Je Dickinson, garde aussi. Replimune. Alors qu'elle a fait le yo-yo, puisqu'elle a été retoquée par la FDA, donc l'agence du médicament. C'est remonté. Et le titre a perdu 80% de sa valeur. Il a totalement regagné parce qu'il repasse en examen. Constellation Brand. Alors là, on est dans la bière. Ouais. C'est Corona, et qui est entre les États-Unis et le Mexique, deux zones de Coupe du Monde. Donc on y va. Et Ferrari. Et bon. Ferrari qui on a absorbé l'électrification. Allez, qu'est-ce qu'on achète? Alors, on va être dans la logique de ce que j'ai dit. Newmont. Donc, on va acheter une minière, des côtés, classiques, dans les grands standards. Ok, ça, c'est fait. Et Robinhood. Ah bon? Robinhood, pourquoi? Parce que, donc, en gros, c'est un broker en ligne, Oui. hein, pour faire simple. Vous allez avoir une frénésie de transactions par le particulier. C'est-à-dire que quand vous allez avoir 75 milliards donnés aux particuliers d'actions, Ouais. ça va traiter dans tous les sens. Ah ouais. Donc, je pense qu'il va y avoir une hausse de volume considérable. Ça fait C'est un peur. titre qui a perdu 30 ou 40% par rapport au point haut. Rien qu'hier, sur la journée d'hier, elle prend 6 ou De 7%. Jeudi. Donc, je pense... Donc on y va. Ouais. Allez, Eric, on va lui faire peur à Eric. Il a du Dassault Systèmes. On garde ou pas? Ils ricanent les deux. Non, mais allez-y. Est-ce que je peux. Mais pourquoi ils ricanent, ouais. Non, mais on Bien s'en sûr fout. qu'on garde. Valourec. On vend. Je croyais qu'il y avait une OPA d'Arcelor. D'accord. Arcelor a vendu la moitié de sa D'accord. participation. On garde. Compagnie Daudet, Daudet. on garde. Bastide, on garde. IP, on garde. Atos, On garde. Alten, On garde. Aiko. On garde Et Silor Luxottica. on double les positions. D'accord. Et Qu'est-ce moi, qu'on achète, Eric? Contrairement à ce que dit mon ami Emmanuel Le Chip, j'achète du Rémi Cointreau. Boîte totalement, mais totalement laissée pour compte. Moins 70% en 3 ans, numéro 2 mondial du cognac. La marge opérationnelle a perdu 10 points en l'espace de 3 ans. Et ça va Alors, de mieux attendez. en mieux. Non, ils oui. gagnent des parts de marché aux USA. Ils gagnent des parts de marché en Chine. Ils ont une grosse division qui monte sur les émergents. Ils sont quand même dans le cognac ultra premium. Hein. Le Louis XIII et le Rémi Martin, c'est quand même du cognac pour des gens riches. Oui, mais Et on Emmanuel pense- vous dit on n'en boit plus. Mais Non, Emmanuel, je sais pas. Emmanuel peut dire ce qu'il veut, mais je pense que c'est largement Ah ben il peut dire pricé. ce qu'il veut. C'est largement pricé dans les cours de l'action, qui ne vaut que 18 fois ses bénéfices contre une moyenne à 35 fois. Donc je pense que Rémi Cointreau... Une moyenne du secteur ou Une moyenne pour Rémi Cointreau. Pour un- Historiquement, Ah, c'est historique, toujours payé d'accord. 35 fois les bénéfices. Là, ça vaut 18 fois les bénéfices. Et puis surtout, ils ont un stock d'1,8 milliard, un stock de cognac qui vaut beaucoup d'argent. Et la CAPI est à 2 milliards. Donc au cours actuel, il y a très peu de risques d'être sur Rémi Cointreau. Vous en avez J'aime pas, beaucoup. vous en avez pas apporté un peu pour qu'on Il y a pour ceux qui finisse- achètent les actions et il y a pour ceux que- qui achètent ouais. les bouteilles. hein. pour qu'on finisse un peu Non, mais j'aime bien- l'émission grosso modo. en beauté là. Mais j'aime Non. bien. Donc, Parce j'aime bien qu'Anna, être Anna, je vois les yeux d'Anna qui pétillent là. Vous ne nous Voilà. avez pas rapporté Je une suis petite pas très bouteille. cognac, hein, Non, malgré mince. mes origines de l'Est. Non, rien. Donc on y va. On y Rémi va. Cointreau. Et sur des petites capitalisations, vous n'avez pas un petit truc, un petit tuyau Moi, à nous donner? c'est un peu mais moi, je suis toujours en bagarre avec la fermière du casino municipal de Cannes, mais il y a pas beaucoup. Expliquez-nous en 2 mots. La fermière du casino municipal de Cannes, la famille Barrière a racheté tous les titres à 1897, voulait nous faire une offre à 1897. Euros. Avec des fonds, on a gueulé, donc ils ont rehaussé l'offre à 2007. Et la fermière municipale du casino de Cannes, c'est le Majestic à Cannes, le Gré d'Albion, le Carl Gustave à Saint-Barthélemy, des plages, des casinos, l'actif est à 5000. Donc non, il y a 2007, on n'apporte pas. Donc c'est un petit dossier un peu piquant. Et il y a combien de flottants? Non, il y a très peu de flottants, c'est un petit dossier, c'est coté au fixing, mais c'est pour dire qu'il ne faut pas se laisser faire et que les actionnaires minoritaires, dans certains cas, doivent triompher.
Ah ben voilà, ça sera le mot de la fin. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous nos invités. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont on me dit dans l'oreillette qu'elle sera exceptionnelle. Alors surtout, n'oubliez pas d'abord la librairie de l'Écho. Qui on invite là? Ah, cette semaine, c'est une émission exceptionnelle. Ouais, totalement dingue, avec 2 visions complètement folles sur l'entreprise. Une humoriste, ah génial, Lucie Carbone, et une espionne. Ah ouais. Ah, une espionne. Quelqu'un, en gros, quand vous lui demandez qu'est-ce qu'elle a fait dans sa carrière militaire, elle vous dit le bureau des légendes en mieux. Ah génial. Voilà, et écoutez, elle nous parle du renseignement dans l'entreprise et tout, c'est passionnant. Alors on va regarder ça. N'oubliez pas que vous pouvez nous écouter, nous revoir, nous réécouter en replay et en podcast. Et le but, c'est qu'on batte le record en juin. C'est votre argent sur BFM Business.